Très bien. Eh ben, écoutez, on commence. Donc, merci de venir assister à notre session. Donc, on va se présenter très rapidement. Je vais te laisser te présenter, Eric. D'accord. Alors, moi, je suis Éric Charbonnier. Je suis CTO chez Microsoft sur les offres de data et d'intelligence artificielle. Et on va co-animer cette session avec Arnaud. Bonjour. Donc, moi, je suis Arnaud. Je suis directeur associé de la société Triz Data Management. Et donc, je suis aussi CTO de cette entreprise. Donc, je vais très rapidement présenter Triz, pas plus de 10 secondes, je vous rassure, quittez pas la salle tout de suite. Donc, on est une ESN de 45 consultants. On est partenaire Microsoft depuis maintenant une dizaine d'années. On est vraiment, nous, vraiment dédiés aux offres Microsoft Data. C'est-à-dire qu'on est ultra spécialisé sur cette practice-là et vraiment presque mono-éditeur, on va dire. Et donc, on a une présence sur Lille, Paris, Nantes, Toulouse. Et donc, on a un ensemble d'offres que vous pourrez consulter sur notre site autour de tout ce qui est plutôt expertise technique, autour notamment de la data viz, et notamment de Power BI, mais aussi de tout ce qui est data engineering, big data, UX design pour la data et IA. Voilà. Tu me laisses la main, donc. Je te laisse la main pour discuter du futur de l'analytique. Ou comment permettre aux utilisateurs métiers d'accéder à l'information. J'ai bien dit à l'information et pas la donnée. Donc c'est bien le thème du jour, rapprocher en fait ce qu'on appelle des environnements de données, des data lakes, avec des utilisateurs qui ont besoin d'avoir de l'information pour prendre des décisions. Alors, pourquoi en fait on va mettre un petit focus sur l'IA? Vous allez me dire, mais encore de l'IA aujourd'hui? Eh bien oui, parce que l'IA, c'est vraiment ce qu'on pense être effectivement un vecteur pour transformer la donnée en information. Et si on regarde bien ce qu'on fait depuis déjà pas mal de temps, eh bien, on fait avec de l'IA de l'analytique. On classe de l'information. Je peux faire des ensembles blancs, bleus, rouges. Je peux faire du vrai, du faux. Donc c'est aussi de l'analytique. Alors depuis qu'on a des outils d'IA générative, on peut extraire de l'information. Je peux avoir des commentaires sur des blogs et puis extraire de l'information pour savoir si en fait un commentaire est positif, négatif, neutre. C'est une information. Donc, quelque part, je fais un travail analytique autour de la donnée. Je peux générer de l'information. À partir d'une donnée, je peux générer également de la documentation et même une interprétation. Alors, il y a plein d'outils aujourd'hui qui vous permettent de générer de l'information, d'interpréter la donnée. Alors, pour revenir juste dans le monde de Microsoft, la dernière version d'Excel, avec son copilote dans Excel, va vous permettre de faire des analyses avancées. Donc j'ai un dataset et je vais directement dans le copilote demander à extraire les informations de la feuille Excel ou du dataset. Donc je fais un travail encore de data analyst. Et plus nouveau, eh bien, c'est que l'IA va vous permettre d'exprimer dans un langage naturel, en français, en anglais, un besoin. Donne-moi le nombre de canettes de Coca-Cola que j'ai vendues dans mon magasin aujourd'hui, et quelque part, je vais avoir un résultat comme si j'avais tapé moi-même la requête SQL. Voilà, donc c'est quelques illustrations de l'IA dans un travail aujourd'hui de data analyst. Donc on voit bien le rapprochement entre l'univers de l'analyse de la donnée, de l'analytique, des data warehouse, de la BI classique avec de l'IA. Alors, chez Microsoft, on travaille depuis maintenant 2 ans sur ce rapprochement en fait, de ces deux univers. Et en fait, ce qui pose problème, c'est qu'on a un besoin d'avoir de la donnée de qualité. Ça, c'est fondamental, parce qu'on peut demander notamment à l'IA d'interpréter en fait, de la donnée. Si j'ai de la donnée qui est biaisée, à ce moment-là, j'ai des interprétations qui sont elles-mêmes biaisées. Après, on a un besoin d'accéder, avoir un accès facile à cette donnée.
Alors, pour ceux qui se trempent vraiment dans la notion, en fait, dans les plateformes data, on parle de data liquidity. Hein. Donc, la donnée doit être facilement accessible pour tous les utilisateurs qui sont censés l'utiliser. Donc, derrière, il y a des notions, effectivement, de technicité qui peuvent être prises en compte par des moyens techniques qu'on va exposer dans quelques instants. Et puis, le dernier aspect, mais il y en a d'autres, hein, j'aurais pu avoir une liste un peu plus longue, c'est que les données doivent être prêtes pour les métiers. Quand je dis ça, c'est qu'une donnée, elle est brute, que ce soit dans une base de données. Donc, j'ai une colonne vente, j'ai une colonne libellée. Mais si cette donnée n'est pas associée, en fait, à de la métadonnée, eh bien, je vais avoir beaucoup de mal à l'interpréter et donc permettre à ces utilisateurs de l'interpréter. Ce qui suppose quand même un certain nombre d'outils. Alors on va monter, pour pouvoir faire de l'analytique avec de l'IA, le concept de base, en fait, c'est d'avoir ce qu'on appelle une data fondation. Et on va découper cette data fondation en 3 parties. La première, ce qu'on appelle vraiment la data layer. C'est l'ensemble, en fait, où vont se trouver toutes vos données ou une représentation de ces données. On viendra sur cette notion de data layer dans quelques instants. Après, il y a une notion très importante qu'il ne faut pas oublier, qu'on appelle la data management layer. Quand je parlais effectivement d'interpréter une donnée et qu'elle a une signification, quelque part, je vais aussi gouverner cette donnée. Donc il y a bien des notions de data gouvernance dans une plateforme de type data. Et puis après, il y a une couche d'exposition de cette donnée. On va consommer cette donnée. On va la consommer soit avec un tableau Power BI qui va faire une requête SQL à un data warehouse. Ça peut être un notebook qui va consommer cette donnée pour pouvoir faire une régression linéaire ou une interprétation quelconque de cette donnée. Donc pour pouvoir faire ça, il faut construire cette plateforme et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant. Alors, donc Microsoft s'est posé la question de il faut une data foundation, donc concrètement, il faut une plateforme de données complète. Aujourd'hui, enfin jusqu'à peu, ils ne possédaient pas de plateforme de données complète. Ils avaient plein de briques dans Azure qui étaient un peu éclatées, mais il n'y avait pas de plateforme de données complète. Donc ils se sont posé la question chez Microsoft, et si finalement Power BI, et on va supposer ici que vous connaissez tous Power BI, je pense, tout le monde a déjà... qui n'a jamais entendu parler de Power BI ? Levez la main. Bon, ça va, il n'y a pas trop de monde. Donc Microsoft se disait, et si finalement Power BI, qui est donc leur produit phare de DataVis, était le début de cette Data Foundation. Alors Power BI, pour le petit rappel aujourd'hui, c'était en gros une offre qui permettait de manipuler 2 types de données, 2 types de fichiers, on va dire, des datasets, c'est-à-dire plus ou moins des choses, des jeux de données qu'on vient monter en mémoire, qu'on va exposer à travers des tableaux de bord, pour faire de la data visualisation. Donc c'est une plateforme de DataVis. Et Microsoft s'est dit, mais finalement, Power BI aujourd'hui est adopté par plein d'entreprises, d'accord ? Et donc, si on veut en faire le début d'une data foundation, on va lui adjoindre plein d'autres choses. Et donc, parmi ces autres choses, on va retrouver tous les usages de la data. Donc, si on prend le socle Power BI et qu'on lui ajoute plein d'usages de la data, le premier usage, c'est un data lake, donc qu'on va appeler OneLake, et qui va permettre donc de faire, on va voir après, la partie stockage unifié. Ensuite, Power BI, on va aussi lui adjoindre des fonctionnalités de requêtage en SQL. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas requêter de données en SQL dans cet univers-là. Et donc, on va pouvoir lui ajouter des fonctionnalités de data warehouse, donc de stockage de données relationnelles. Puis, on va aussi lui ajouter la possibilité de faire de la data science, c'est-à-dire un moteur de big data, donc Spark pour ne pas le nommer, des notebooks, du Python, bref, tout ce qu'il faut pour armer un data scientist aguerri à faire son travail. On va aussi lui ajouter des fonctionnalités de chargement de données, c'est-à-dire le fait de pouvoir ordonnancer dans des chaînes de traitement des chargements de données pour actualiser des données dans votre data lake ou dans votre data warehouse. Donc à travers notamment une brique qui était déjà connue chez Microsoft qui s'appelait Azure Data Factory, mais aussi d'autres standards du marché comme Airflow. On va lui ajouter ensuite la possibilité de transformer de la donnée. Une fois qu'on a chargé la data, on ne va pas l'exposer directement dans de la data vise, il faut pouvoir la transformer. Donc ils ont comme ça ajouté des fonctionnalités de transformation de données
Alors, notamment à travers une brique qui s'appelle Dataflow Gen 2, qu'on montrera peut-être très rapidement tout à l'heure, mais on n'aura pas beaucoup de temps pour le faire, je pense. Mais aussi, on va pouvoir transformer de la donnée à travers tout simplement des procédures stockées en SQL ou du langage Python. Ensuite, on va pouvoir ajouter enfin la possibilité de faire du machine learning, donc carrément du prédictif, et entraîner des modèles, des algorithmes de machine learning directement dans la plateforme Power BI. On va pouvoir faire même, pourquoi pas, du real-time analytics, donc c'est-à-dire cette fois-ci avoir des tableaux de bord en temps réel qui réagissent aussi vite que la data apparaît dans les données opérationnelles. Donc là, il y a une base spécifique qui s'appelle Cousteau, que vous connaissez peut-être, qui s'interroge avec un langage qui s'appelle KQL. Et enfin, plein d'autres choses, et notamment de l'IA générative, comme l'expliquait Eric, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir concevoir des éléments en langage naturel, comme des modèles de transformation de données, des requêtes SQL, on verra après, des tableaux de bord, etc., etc. Donc on va pouvoir concevoir comme ça des KPI en interrogeant de la donnée en langage naturel. Donc concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour vous, utilisateurs de Power BI aujourd'hui ? C'est que tout simplement Power BI plus tous ces usages, tous ces nouveaux usages deviennent une nouvelle marque qui s'appelle Microsoft Fabric. D'accord ? Donc Microsoft Fabric, c'est entre guillemets le nouveau service qui vient remplacer de manière transparente, progressivement, le service Power BI que vous utilisez actuellement. Donc ça veut dire que si vous étiez utilisateur de Power BI, potentiellement, vous utilisiez peut-être dans des grandes entreprises Power BI Premium, qui vous permettait donc d'avoir une plateforme qui était, on va dire, taillée en fonction de vos usages et du nombre d'utilisateurs, etc., etc. Donc il y avait des capacités qu'on appelait P1, P2, P3, P4, P5, etc. Donc il fallait que vous choisissiez la bonne taille de Power BI en fonction de vos usages et de vos nombres d'utilisateurs. Eh bien aujourd'hui, ça va disparaître. C'est-à-dire que Power BI Premium n'existe plus, mais est remplacé par Microsoft Fabric, où vous allez là aussi devoir choisir une certaine capacité en fonction de vos usages et en fonction des volumes de données, du nombre d'utilisateurs, etc., etc. D'accord ? Donc, concrètement, on est passé de P1, P2, P3, P4, P5, c'est un peu le nombre de processeurs virtuels, à F2, F4, jusqu'à F2048, parce que vous allez avoir beaucoup plus d'usages possibles. Donc, potentiellement, demain, vous allez consommer beaucoup plus de puissance qu'avant. Alors, Microsoft Fabric, c'est quoi concrètement ? C'est une plateforme analytique complète qui intègre donc Power BI plus tous les autres usages dont on a parlé, qui est ouverte et lake-centrique. Ouverte parce que vous allez pouvoir l'interconnecter avec plein d'autres fournisseurs de données, on verra après dans le monde de la data. Et lake-centrique parce que, on va le voir, le centre de cette plateforme, vraiment la brique centrale, c'est un data lake qui s'appelle OneLake. Le but de Microsoft, l'objectif, c'est de rendre de plus en plus les usages data, au sens large, accessibles aux utilisateurs métiers. C'est-à-dire que tout ce qui était réalisable auparavant exclusivement par des data analystes, des data engineers, des data scientists, eh bien le but, ça va être de mettre le pied à l'étrier pour que les métiers puissent de plus en plus accéder eux-mêmes à ces usages-là sans devoir faire appel à un professionnel de la donnée. Donc, ce n'est pas encore une réalité, mais ça devient progressivement possible. Et pour ce faire, eh bien, on va gonfler effectivement la plateforme à l'intelligence artificielle et notamment à l'IA générative. C'est-à-dire que pour retrouver vos données, pour pouvoir les interroger, les faire parler, eh bien, vous allez utiliser des technologies dont on va parler comme Copilot, ChatGPT, etc. Enfin, qui est le ChatGPT plus ou moins de la donnée. Alors, je parlais de OneLake, parce que le temps passe. Donc, OneLake, c'est quoi ? OneLake, c'est le magasin de stockage de Microsoft Fabric. D'accord ? Donc, plus ou moins, voyez ça comme un OneDrive de la data. Qui connaît OneDrive dans l'assistance ? Ouais, bon, à peu près la moitié. Donc, OneDrive, c'est le drive, on va dire, le drive du portail collaboratif de Microsoft 365 sur lequel vous pouvez stocker vos fichiers. Eh bien, imaginez maintenant que vous allez pouvoir partager vos données, stocker vos données dans le data lake en faisant un simple glisser-déposer à partir de votre explorateur de fichiers Windows. Et automatiquement, vos données vont apparaître dans le data lake, donc dans votre espace de stockage d'entreprise, où vous retrouvez l'ensemble des données de l'entreprise. Tout ça, c'est en mode SaaS, hein, évidemment. Tout ça, évidemment, est en mode SaaS, il faut le préciser. Et donc, au-dessus de ce OneLake, c'est-à-dire au-dessus de ce data lake,
on va retrouver donc tous les usages de la data. Donc je ne vais pas avoir le temps de détailler chaque brique, mais sachez que tous les usages dont j'ai parlé sur le slide d'avant est symbolisé ici par une brique en particulier. Et vous retrouvez évidemment la partie Power BI sans surprise pour tout ce qui est usage DataVis. Et c'est toujours en mode SaaS. Et c'est toujours en mode SaaS. J'aurais dû laisser le slide où on disait que c'était en mode SaaS, je pense. Très bien. Alors, OneLake, c'est quoi le concept ? Eh bien, c'est ça qui est assez révolutionnaire. C'est une plateforme de data dans laquelle vous allez retrouver une seule copie de la donnée pour tous les usages. Alors, vous le savez peut-être ou pas, mais aujourd'hui, dans la plupart des plateformes de data d'entreprise, en fonction de l'usage que vous voulez faire, vous allez devoir déplacer votre donnée d'un moteur à l'autre. C'est-à-dire, si vous voulez faire plutôt de la data science, vous allez devoir stocker les données dans Spark, plutôt en big data, sous forme de fichiers. Si vous voulez faire du SQL ou traiter en SQL, vous allez devoir stocker vos données sous forme de table dans un moteur SQL, etc., etc. Et bien là, la promesse de Microsoft au travers de OneLake, c'est de dire, une fois que votre donnée est injectée dans le data lake, vous n'aurez plus jamais besoin de la déplacer ou de la recopier, quel que soit l'usage que vous voudrez faire, que ce soit de la data science, de la data analyse, etc., etc. Et vous n'aurez même pas besoin de la recharger dans un dataset Power BI. Donc pour ce faire, on a une notion de raccourci, de shortcut. Donc là, on imagine que la donnée, on a par exemple un périmètre avec de la donnée client, customer, et de la donnée finance. Eh bien, si je veux commencer effectivement à interroger de manière conjointe des informations, des KPI, construire des KPI à partir de deux espaces de stockage qui sont donc deux bases, concrètement, ou deux fichiers, qui sont donc disjoints, eh bien, on va simplement créer un raccourci qui va permettre plus ou moins de faire une jointure au niveau de la donnée, mais je n'aurai pas besoin de commencer à recopier la donnée X fois à l'intérieur de mon moteur OneLake. De la même manière, si j'ai de la donnée qui est stockée sous forme externe, donc externalisée, que ce soit dans Microsoft, parce que bien entendu, vous n'avez pas attendu Fabric pour commencer à stocker de la donnée dans le cloud, eh bien, si c'est stocké dans des bases Azure, dans du Dynamics 365, dans votre ERP, voire même dans des buckets Amazon ou des datasets chez Google, eh bien, vous allez pouvoir, comme ça, créer des raccourcis entre ces espaces de stockage et OneLake sans avoir forcément besoin de déplacer la donnée dans le moteur de stockage. C'est-à-dire que vous pourrez faire effectivement de la data science, des requêtes SQL ou des tableaux de bord sur Power BI sans avoir besoin d'avoir une phase d'ingestion de la donnée. Donc voilà un peu pour OneLake. On va passer maintenant, il nous reste 10 minutes, même pas 5 minutes, donc on va passer à la démo. Je vais peut-être te laisser parler un peu. Donc ce qu'on vient de voir, effectivement, c'est juste une ébauche en fait, de ce qu'est Microsoft Fabric, avec donc une colonne vertébrale qui est OneLake. Donc le repo central en fait, de toutes vos données. On n'a pas besoin de déplacer forcément vos données, elles peuvent être dans différents containers, et de les référencer dans OneLake pour pouvoir les utiliser de façon transparente, comme si elles étaient dans le lake OneLake. Alors, dans les capacités, c'était un petit peu le thème de notre session, c'est de dire comment on rapproche donc, une plateforme de data à des utilisateurs métiers. Donc on a différentes possibilités dans Fabric. Et donc on parlait effectivement d'IA générative. Et donc on va faire un petit focus sur une fonctionnalité qui s'appelle AI Skills. Donc on appelle ça English as New SQL. Donc on espère l'avoir en français, donc le français comme un nouveau SQL. Donc je ne suis pas donc un développeur ou un data analyst qui sait coder en SQL. Je sais poser une question. Et cette question, en fait, ça va générer donc un langage, elle va être générée automatiquement en langage naturel. Alors, plutôt que de passer du temps à décortiquer effectivement le fonctionnement, ce qu'on va faire, on a encore 10 minutes, je crois, eh bien, c'est vous montrer à quoi ça ressemble. Ok, donc on bascule en mode démo. Alors, je vais juste me permettre. Voilà. Donc, alors. Si vous reconnaissez à peu près cet environnement, hormis le petit logo Tris qui se trouve en haut à gauche, mais sinon vous voyez qu'on est donc dans Power BI. Et normalement, ça vous est à peu près familier. Alors, là en réalité, on n'est pas dans Power BI, on est dans Microsoft Fabric. Donc quand je vous disais que ça allait remplacer Power BI de manière transparente, progressivement, ce n'est pas une image, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est que réellement, on est déjà dans Microsoft Fabric. Donc là-dedans, je vais aller dans un espace de travail. Alors, qui va s'appeler Fabric Démo.
Et donc, vous allez voir un peu à quoi ressemble effectivement le nouveau Power BI, donc Microsoft Fabric. La première chose, c'est on retrouve cette notion effectivement de fichier, qui normalement vous êtes familière si vous connaissez l'outil. Avant, on pouvait stocker deux types d'informations. C'était soit des datasets, c'est-à-dire soit de la donnée qui était chargée dans des modèles de données, soit des rapports. Eh bien, vous voyez que désormais, on a, comme je vous disais, la possibilité de retrouver plein d'autres fonctionnalités. Et donc là, au travers d'un diagramme qui est descriptif, on voit effectivement que maintenant, mon rapport Power BI, il est ici, en bout de chaîne, mais en réalité, pour pouvoir le générer et pour pouvoir l'alimenter, il y a eu tout un graphe, tout un cycle de préparation, de chargement et de préparation de données en amont, avec une multitude d'autres outils que je vous ai présentés tout à l'heure, chargement, transformation de données, etc., etc. Donc on va retrouver effectivement la possibilité de se connecter à des données sources, ici, avec notamment un ensemble de connecteurs, et notamment ceux qui sont présents dans une interface qui s'appelle Dataflow Gen 2. On a la possibilité de les transformer. Je vais voir après si j'ai le temps d'ouvrir ça 2 secondes. Ensuite, ça va être chargé donc, dans un lakehouse qui va réellement être votre moteur de données. Donc c'est ça le OneLake dont on parlait tout à l'heure. C'est cette partie en bleu dans laquelle vous avez réellement la donnée qui est chargée une et une seule fois, quel que soit l'usage. Ensuite, on a des notebooks en Python que j'aurai sûrement pas le temps d'ouvrir, mais qui vont permettre effectivement de commencer à cleaner et à préparer la donnée pour qu'elle soit exploitable, soit d'un point de vue data science, soit d'un point de vue data visualisation. Et ensuite, cette donnée qui a été préparée, elle va servir à entraîner un modèle de machine learning qui va permettre éventuellement à un data scientist de faire du prédictif. D'accord ? Et là, vous voyez que je n'ai pas déplacé la donnée. Je l'ai juste chargée une fois, je l'ai transformée, mais je n'ai pas dû la recopier dans un moteur tiers. De la même manière, avec la même donnée, on va pouvoir effectivement évaluer notre modèle de machine learning, mais aussi la visualiser dans un rapport Power BI, tout simplement. D'accord ? Alors, juste pour vous montrer vraiment 2 secondes, et après on bascule sur ISKill. On va vous montrer un peu. Donc, la partie, notamment chargement, transformation de données, elle est faite avec une interface qui ressemble... Alors, si vous connaissez Power Query, peut-être, pour certains d'entre vous, si vous avez déjà fait du Power BI, eh bien, elle est faite avec une interface qui ressemble effectivement trait pour trait avec Power Query, puisqu'elle va permettre, effectivement, on va pouvoir, ici, avec une espèce de workflow qui valide chaque étape de notre flux de transformation de données, eh bien, on va pouvoir, avec un ensemble d'assistants comme ça, venir transformer la data et la visualiser au travers de requêtes qu'on a ici. Voilà. Donc ça ressemble beaucoup, c'est du simili Power Query, mais cette fois-ci, on travaille directement sur le serveur. Alors, je vais vous présenter un peu la partie IA générative, qui s'appelle iSkills. Donc, le temps que ça charge sur l'IA générative, en fait, la solution intègre tout un framework, en fait, tout un SDK qui permet de faire déjà des développements autour des API d'OpenAI. Donc, c'est directement embarqué en fait dans la solution. Donc, si vous voulez, par exemple, interpréter depuis un notebook, ce que je montrais tout à l'heure, des sentiments sur des commentaires, vous pouvez directement le faire. Donc, sans avoir à installer des choses dans Azure ou demander une clé chez OpenAI, c'est dans Fabric. Voilà. Et vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Donc là, j'ai chargé des données dans mon OneLake sous forme de table, mais tout est dans OneLake. Donc avec des tables de faits de vente. Alors c'est AdventureWorks, pour ceux qui connaissent cette solution. Et on vend des vélos, plus ou moins, et on a 2 canaux de vente sur Internet et par revendeur. Et donc j'ai un ensemble de dimensions, de tables de dimensions avec les produits, la géographie, les clients, etc. L'endroit où ça s'est vendu. On va donc cette fois-ci générer du coup un nouveau fichier qui s'appelle compétences IA. Alors, ils ont traduit iSkills en français. Tu peux le mettre en anglais si tu veux. je le remettrai en anglais la prochaine fois. Donc, on va l'appeler test iSkills. Et donc, ça va générer effectivement un outil, donc une interface qui va me permettre d'interroger mon OneLake. Donc, je vais aller le sélectionner ici. Donc, c'est ma base de données, plus ou moins. Donc là, on sélectionne les jeux de données qui nous intéressent pour générer effectivement la compétence IA qui nous intéresse. Je viens sélectionner les tables que je souhaite interroger. Donc, on va toutes les prendre. Voilà. Mais s'il y a des tables que je voulais exclure de mon modèle, je pourrais le faire.
on va démarrer. Et donc, voilà, une fois que le modèle est chargé, je vais pouvoir commencer à poser des questions en langage naturel. Alors là, comme on est sur une des premières versions, on pose encore les questions en anglais. Et donc, je vais lui demander quel est le produit le plus vendu. What is the most sold product? Et vous allez voir, il va analyser en fait mon modèle. Donc, pour l'instant, je lui ai absolument rien expliqué. Et donc, normalement, si tout va bien, il devrait me générer ma requête SQL et me donner directement le résultat. Donc là, on est dans une phase effectivement un petit peu d'apprentissage, comme on fait avec de l'IA générative, où eh bien, on découvre le modèle. Donc on a quelqu'un qui va façonner la skills et donc à travers des requêtes en langage naturel, voir quel est le résultat. Et on va peaufiner en fait, affiner en fait ces skills. Voilà, donc là il y a un aspect expérimental effectivement où on regarde un peu ce qu'il a généré et est-ce que ce qu'il a généré est correct. Donc je lui ai demandé quel est le produit le plus vendu. Et il me dit, c'est ce produit-là. Et donc, pour s'appuyer là-dessus, en fait, il s'est appuyé sur une table qui est déjà pas la bonne table, puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les produits qui ont été vendus sur Internet et non pas chez les revendeurs. Et en plus, je vois qu'il a pris effectivement, pour s'appuyer sur la notion de plus vendu, qu'est-ce qui est le plus vendu, il s'est appuyé sur les quantités, order quantity. Alors que moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'il s'appuie sur les montants des ventes, les montants en euros ou en dollars. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je me dis, là, il s'est trompé. On va pouvoir lui adjoindre des notes pour le modèle, d'accord? C'est-à-dire qu'en langage naturel, je vais pouvoir lui rajouter des notes en lui disant en anglais, à chaque fois que je parle de la notion de plus vendu, il ne faut pas que tu regardes les quantités, mais il faut que tu regardes une autre métrique qui est les montants des ventes. Et de la même manière, la table primaire à utiliser, c'est toujours la table, alors là, pour faire simple, on a dit c'est toujours la table des ventes sur Internet, et c'est pas... Tu n'utilises la table des revendeurs uniquement que quand je te demande la notion de revendeur. D'accord ? Donc, voilà. Donc, je lui donne ces notes-là. Je vais publier mon modèle. Comme ça, il va réactualiser et il va prendre en compte effectivement mes remarques. Et normalement, si je lui repose la même question, cette fois-ci, eh bien, il va ne plus faire la même erreur. Donc là, il repasse. Toc. Voilà. Et là, il est bien parti sur la table de fait des ventes sur Internet. Et il a bien utilisé les total sales amount, d'accord? Donc les montants, les sales amount, et non plus les quantités. Donc là, il a pris en compte mes notes, et comme ça, il se trompe de moins en moins. Et donc, il faut imaginer qu'il y a tout un aspect expérimental où on va apprendre en fait au modèle, et on va lui expliquer nous-mêmes en langage naturel les erreurs qu'il ne doit plus commettre. Et ensuite, une fois qu'on va publier en fait réellement ce modèle-là et qu'on dira il est arrivé à maturité, et maintenant il me génère du SQL qui est vraiment cohérent par rapport à mes besoins métiers, eh bien, on va pouvoir du coup exposer ce modèle-là sur Internet. On va pouvoir l'exposer et le consommer dans des applications web ou des choses sur lesquelles vraiment là, on n'est plus dans un environnement fabrique, mais on est dans votre intranet ou votre extranet d'entreprise. Voilà un peu. Ce qu'on vous a montré aujourd'hui, effectivement, c'est une version effectivement bêta de ça, des skills. Cette fonction est destinée à s'enrichir. Alors tout à l'heure, je parlais d'information, je parlais effectivement à quoi correspond une donnée, couplée à une solution de data gouvernance ou un catalogue effectivement qui décrit les données. On n'a plus besoin de cette étape effectivement de description de la donnée. Donc vous imaginez très bien ce que va devenir la solution dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On aura vraiment beaucoup moins de travail pour pouvoir générer automatiquement des requêtes SQL. Et la finalité, c'est pas de la garder effectivement dans Fabric, comme l'a dit Arnaud, c'est vraiment de publier ça sous forme de endpoint, soit dans une application web. Pour ceux qui utilisent des outils comme Teams, par exemple, je suis dans Teams, je pose la question en langage naturel. Avec le copilote de Teams. Il pourra même coupler ça avec des documents qui sont dans Office 365, par exemple. Donc, je demande une synthèse sur les ventes pour une marque particulière. Il va me retrouver à la fois les documents et coupler ça avec les données de vente qui sont dans Fabric/Power BI. Voilà, ça, c'est la promesse de l'IA générative dans les nouveaux outils de data, enfin, des solutions de data platform. Voilà. Merci beaucoup. Aider à retrouver vos données. Je ne sais pas s'il y a une question-réponse, on a le temps ou pas du tout? Non, pas le temps. Bon, venez nous voir en direct ou sinon au stand 23 ou à la sortie de la salle. Merci beaucoup.